L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Nouvelle semaine donc pour les décodeurs de l'écho avec toujours l'idée de décrypter, décortiquer l'un des sujets phares de l'actualité économique du jour avec votre participation grâce à Twitter, grâce au site lesdécodeursdelécho@bfmbusiness.fr. Alors plusieurs grands thèmes jusqu'à 20h30. 19 milliards d'euros d'investissement. Quand même, c'est pas rien, c'est un coût élevé. Qui va payer Ce qui nous amènera à ces questions. Est-ce la fin d'un nucléaire pas cher? Est-ce que le nucléaire est-il plus ou moins cher que les énergies renouvelables? Alors, autre question, autre dossier, le défi pour EDF. Pourra-t-il financer le projet sans risque de dérapage budgétaire? Et avec la Grande-Bretagne, le PR qui subit retard donc et explosion des coûts, va-t-il retrouver des couleurs? Et puis, en quoi le contexte, finalement, il était idéal pour l'Angleterre en 2013 d'opter pour le nucléaire, d'acheter donc de nouveaux EPR. L'Europe était devenue très méfiante vis-à-vis du nucléaire depuis la catastrophe de Fukushima. Alors, est-ce un retour en grâce? Avec nous, nos décodeurs de l'écho, il y a Francis Sorin, l'un des directeurs de la Société française d'énergie nucléaire. Benaouda Abdedaïm, éditorialiste économique à BFM Business. Son compère Emmanuel Le Chypre, avec nous, l'agitateur. Et puis Nicolas Meillan, qui est consultant chez Frost & Sullivan. Tout à l'heure à 20h, nous serons avec le député Europe Écologie Les Verts, Éric Alauzet. Alors, saviez-vous qu'aucune centrale n'avait été construite en Grande-Bretagne jusqu'à celle qui a été inaugurée en 1995, c'est-à-dire presque 20 ans. C'est un grand jour pour le pays, expliquait tout à l'heure le Premier ministre David Cameron. On va revenir sur cet accord donc avec Jean-Baptiste Huet. Il aura fallu plus d'un an de tractation pour enfin arriver à un accord. Les deux EPR qui vont être construits dans le sud de la Grande-Bretagne doivent assurer vers 2020 7% de la production électrique britannique. Un très beau contrat pour EDF, presque 19 milliards d'euros. David Cameron, le Premier ministre britannique, semble lui aussi ravi. Je pense que c'est un jour très important pour notre pays, le jour où nous avons donné notre accord à la construction d'une nouvelle centrale, je l'espère la première d'une série de nouvelles centrales. Depuis la catastrophe de Fukushima, de nombreux pays se désengagent du nucléaire. Pour la Grande-Bretagne, il reste une énergie d'avenir, un choix parfaitement assumé. Sir Peter Rickett est l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Chez nous maintenant c'est à peu près 20% de notre mix énergétique, mais les anciennes centrales nucléaires et les centrales charbon viennent au fin de leur vie dans les 10 prochaines années. Alors il faut renouveler et il y a un consensus parmi les 3 partis politiques chez nous pour garder le nucléaire dans notre mix. L'autre bonne nouvelle est pour les contribuables britanniques qui a priori n'auront rien à débourser pour financer le projet. Sir Peter Rickett. Le gouvernement a toujours été clair que nous ne donnerons pas de subventions publiques pour le renouvellement de notre nucléaire. Pour assurer le financement, un consortium a été créé. EDF, maître d'œuvre, entouré d'Areva et de 2 compagnies chinoises, CGN et CNCC, toutes deux actionnaires à hauteur de 30 à 40%. Une manière aussi de rassurer les autorités britanniques. L'EPR fait un peu figure de réacteur maudit car très complexe à construire. Or, les chantiers de Flamanville et de Finlande accumulent des années de retard et les coûts ont explosé. Sir Peter Rickett. EDF nous ont convaincus que oui, c'était difficile à Flamanville et en Finlande. Aussi, ils font des réacteurs en Chine, à Taishan, qui marchent mieux. Alors, on pense qu'on apprend avec cette nouvelle technologie. Et bien sûr, le risque est partagé entre plusieurs entreprises et qui reste avec l'opérateur. Une belle opération qui pourrait ouvrir la voie à d'autres contrats, notamment en Grande-Bretagne. Le réacteur EPR a été mis au point dans les années 90. En 2013, aucun n'est encore en service. Voilà, explication de Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. La question, oui, 2 ans après Fukushima, l'atome ne ferait-il plus peur ? Remarque de Action Xav sur Twitter. Oui, il n'y a pas d'autre solution, un coût acceptable, nous dit-il. L'Allemagne prouve que l'énergie verte est difficile et que le démantèlement est un problème à plus de 50 ans. On va y revenir. Francis Sorin, il y avait un contexte particulier au Royaume-Uni en 2013 pour que le gouvernement accepte donc de signer pour 2 EPR. D'abord, globalement, on peut dire que l'opinion en Grande-Bretagne est très favorable au nucléaire. Il y a un consensus assez large.
Et puis, la Grande-Bretagne est aux prises avec deux problèmes qu'elle veut essayer de résoudre. D'abord, elle est trop dépendante des combustibles fossiles pour fabriquer son électricité. 75% de son électricité avec du charbon et du gaz. Elle ne supporte plus cette dépendance. Comme le disait l'ambassadeur. Elle ne supporte plus cette dépendance. Deuxièmement, elle émet encore beaucoup trop de CO2, de gaz à effet de serre, et elle a décidé, à travers un plan carbone très ambitieux, de réduire à l'horizon 2050 de 80% ses rejets de CO2. Voilà deux explications à sa volonté de changer finalement de politique énergétique, parce que c'est vraiment un nouveau départ énergétique en Grande-Bretagne. Malgré Fukushima, oui, Ben Aouda Abdeldaïm, Francis Sora nous parle de consensus. Gauche, droite, travaillistes, conservateurs, ils sont d'accord sur le dossier du nucléaire? Oui, ils sont assez d'accord. Ce sont traditionnellement sont les libéraux-démocrates, le deuxième pendant de la coalition britannique, qui ont montré le plus de réticence par rapport à ce problème de nucléaire. Tout est parti d'un discours en 2006 de Tony Blair devant le patronat britannique, devant le CBI, en laissant entendre avant même la conclusion une sorte de consultation nationale sur l'énergie, qu'il fallait opter pour le nucléaire. Ça s'est traduit assez vite par une décision en 2008 de ce gouvernement Blair. Finalement, il y a eu des soucis pour trouver un financement, une structure de financement. Et là, le Premier ministre Cameron y parvient, sachant que, pour vous résumer les choses, ce matin même, la ministre du cabinet fantôme chargé de l'énergie, c'est-à-dire celle qui traite les dossiers énergétiques dans l'opposition. Voici ce qu'elle disait: le nucléaire a une part importante pour une politique énergétique du futur, plus propre, plus sûre et plus abordable. On a l'impression que c'est une sorte de blanc-seing signé finalement au gouvernement Cameron aujourd'hui. Oui, sous réserve, parce que quand on voit le coût du prix de rachat donc dont va bénéficier EDF est prix extrêmement cher, sur lequel on va plancher dans un instant. L'opposition a dit que si elle revenait au pouvoir en 2015, elle gèlerait les prix du secteur. Emmanuel Le Chypre. Non, mais je crois qu'il y a un contexte qui est globalement favorable partout, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un choix majeur qui va devoir être fait aujourd'hui. C'est celui, et qui est sans doute prioritaire, sur le choix de nucléaire ou pas, déchets ou pas, etc. C'est le choix de décarboner l'économie. Et ça, c'est un choix qui se pose quasiment partout. Or, aujourd'hui, alors, à moins de défier les lois de la gravité économique et scientifique, on ne peut pas vouloir à la fois décarboner l'économie et en plus réduire la part du nucléaire. C'est là-dessus que moi j'attends notre ami écologiste tout à l'heure, c'est que je veux bien qu'on m'explique à ce moment-là comment on Vous l'interpellerez tout à l'heure. Donc voilà, député Eric Alauzet. Donc il faut choisir, sachant que on connaît les inconvénients du nucléaire. Donc moi il me semble que le nucléaire, et l'Allemagne reviendra sans doute un jour sur son choix. Pardon, c'est quoi à vos yeux les inconvénients du nucléaire? Non, c'est pas. Non, je trouve. Ah bah après les inconvénients du nucléaire, on les connaît. La question des déchets, etc. Oui, le coût de retraitement des centrales qui vont être démantelées, etc. Tout ça, oui, ce sont des vrais problèmes. Sachant que moi j'ai beaucoup de réserves sur l'EPR, moins sur le nucléaire, mais on en reparlera plus tard. Bien sûr. Nicolas Meillan, il faut nous expliquer. Alors, le gouvernement dit c'est génial, gouvernement britannique, ça va créer 25 000 emplois. C'est un investissement quand même, on va parler en euros, ça sera plus simple pour tout le monde, de 19 milliards d'euros pour les deux EPR, c'est-à-dire donc à peu près 9,5 chacun. 9 milliards par réacteur, ça se décompose comment vous pouvez nous l'expliquer ou pas, vous décodeurs de l'écho? 9 milliards par réacteur, en fait, par rapport au retour d'expérience qu'on a sur le réacteur qui a été fabriqué en France et en Finlande. Vous savez qu'il y a eu des retards et qu'aujourd'hui on est sur des budgets plutôt de 9 milliards, donc ils sont calés sur ces budgets-là. Et après, c'est un petit peu comme le fonctionnement entre guillemets d'une autoroute, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge la construction et après ils vont faire payer un péage aux gens qui correspond à un tarif de 100 euros par mégawattheure. C'est ce qu'on appelle le prix du rachat, c'est ça. C'est-à-dire que Exactement. Le gouvernement britannique, on entendait tout à l'heure l'ambassadeur dire ça coûtera rien aux contribuables britanniques. C'est EDF qui va bénéficier d'une garantie publique du Royaume-Uni qui va lui permettre d'emprunter à taux réduit. Et en plus, surtout, voilà, c'est surtout ça, il va bénéficier d'un prix garanti pour l'électricité produite
par ces EPR anglais. C'est déterminé comment? Est-ce qu'on parle d'un prix entre, alors je parlais là pour le coup en livres, entre 89 et 92 livres? Alors là, vous faites comme c'est quoi? C'est une sorte de rente de situation? Oui, exactement. EDF, en fait, va avoir des coûts d'investissement très élevés. On parle de 20 milliards d'euros. Et donc, ils ont fait un calcul en annualisant leurs coûts sur 35 ans. Et pour pouvoir gagner de l'argent, ils ont calculé qu'il fallait pouvoir récupérer 90 euros du mégawattheure, 100 euros du mégawattheure. On en parlera un petit peu plus tard. On a entendu beaucoup de gens dire s'exclamer que c'était élevé. Mais c'est le prix aujourd'hui que paie le Japon pour fabriquer du gaz. Oui, mais enfin, c'est le double, Ben Aouda Abdelrahim, que ce que paye la France, hein, le français. On est à 40 euros le mégawatt. Là, on en est à plus de 90. Hein. Exactement. Et puis, tout depuis 24 heures, depuis vendredi, le gouvernement britannique fait tout pour faire croire, et comme le dit l'ambassadeur, qu'il n'y a aucun risque que le contribuable soit de sa poche. Il y a beaucoup de doutes aussi en Grande-Bretagne. Il y a si le prix s'écarte trop du prix de gros, du prix de gros prévu actuellement. Il y a l'Institut d'énergie de l'Université de Londres qui dit que ça peut correspondre à une subvention publique payée par le contribuable, comprise entre 950 et 1200 millions d'euros, donc en gros plus d'1 milliard d'euros par année. Et puis même auprès des analystes financiers qui ont travaillé sur le dossier, comme celui de Morgan Stanley, ils n'écartent pas du tout le risque d'un surcoût considérable de la construction. Parce qu'ils se disent, voilà, on a eu ça pour le cas Flamanville en France, on a eu ça pour le cas finlandais. Il y a toute une série d'explications. En tout état de cause, par exemple, les analyses de Morgan Stanley disent aujourd'hui, le risque est bien sûr, comme si c'était une évidence, que l'un des projets dépasse le budget, comme on l'a vu pour les EPR en Finlande ou en France. Francis Sorin, 100 euros le mégawatt, c'est ce que EDF a obtenu donc du gouvernement britannique. Oui, absolument. C'est cher. Alors, il faut le comparer. Et il faut préciser aussi que c'est un prix qui vaudra dans 10 ans, quand les EPR commenceront à produire leur électricité. C'est un prix qui est garanti sur 35 ans. Hein. Oui. On peut penser que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les coûts de l'électricité globalement, toutes énergies confondues, auront sensiblement augmenté. Ce coût, il faut le comparer par exemple au coût du mégawattheure produit par les énergies renouvelables, puisque la Grande-Bretagne axe une partie de son développement sur les énergies renouvelables. C'est combien alors? Alors c'est 250 euros. 250 euros le mégawattheure. Quelle énergie renouvelable? Le vent ou le soleil? Pour de l'éolien offshore. Pour de l'éolien offshore, c'est entre 200 et 250 euros. Donc 2 fois moins cher l'éolien terrestre, on est à la moitié. L'éolien terrestre doit être à 110 euros. Mais combien coûtera-t-il dans 10-15 ans? Il faut préciser aussi que ce coût, que ce prix qui est garanti à EDF comprend la formation des exploitants. Vous allez avoir une équipe de 900 personnes qui vont gérer ces 2 réacteurs. Ça comprend le coût de la formation. Ça comprend également le coût du stockage des combustibles usés. Ça comprend également le coût de la gestion des déchets et du démantèlement futur de ces EPR une fois qu'ils auront fonctionné. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est la première fois presque qu'on a officiellement et commercialement, j'ai envie de dire, une évaluation de ce que coûte le démantèlement, le retraitement, etc. Oui, pardon, Francis Sorin, je disais tout à l'heure, EDF en France produit du courant à un coût estimé à 40 euros le mégawatt. Oui, on est à 45 euros 2 fois et demi plus en Grande-Bretagne, 100. Oui, est-ce qu'il est comparable? Mais voilà. Oui, alors justement, expliquez-moi la différence. Comparons ce qui est comparable, les 40 ou 45 euros le mégawattheure prix du coût de production du nucléaire en France s'explique par le fait que vous avez en France 58 tranches nucléaires, 58 réacteurs nucléaires qui fonctionnent. Leur moyenne d'âge de ce parc est de l'ordre de 28 à 29 ans. Et donc, bien évidemment, les amortissements ont été réalisés en grande partie, les effets de série ont joué. Et donc, ce coût extrêmement compétitif s'explique par l'âge, si vous voulez, du parc et son ampleur. Mais on n'a pas le démantèlement là-dedans.
Si, on a le démantèlement dans le coût de production du kilowattheure, puisque EDF et Areva d'ailleurs mettent régulièrement des provisions de côté pour financer le démantèlement. Bon, alors on y reviendra. On verra d'ailleurs si c'est cher pour le contribuable, pour le consommateur anglais, hein, peut-être. On verra si c'est rentable aussi pour EDF. Sacré défi. Est-ce que EDF va réussir à tout financer, à mener de front donc ces projets en France, ces projets en Grande-Bretagne, hein, les décodeurs de l'écho. Est-ce le retour du nucléaire en Europe? Allez-y, continuez le compte Twitter et puis les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Bonne soirée, à tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.